Alors pourquoi ce sujet de l'approche intégrative n'est pas français? Donc ça sera la dernière vidéo pour clore ce petit ensemble. Alors j'ai fait, j'ai fait un article sur le sujet et puis j'en parle précisément dans mon ouvrage. Alors je pense que il y a plusieurs raisons à ça. Je vais m'arrêter sur certains éléments. Je vais pas faire une conférence de 3 heures sur le sujet. Mais bon, on repart sur la question de l'exception culturelle française, encore. La France et la Belgique est un des derniers pays industrialisés à résister, sauf que quelques instituts parlent un petit peu d'approche intégrative. Euh, on a des dérives aussi, parce que dans certains endroits, en fait, on vous parle d'approche intégrative, mais en fait, c'est une psychanalyse qui n'en est pas, mélangée à une thérapie comportementale qui n'en est pas, avec un peu de PNL mal comprise et mal agencée. Donc, on a peu de réflexions vraiment sérieuses sur le sujet. C'est comme ça. Euh, Comme je vous l'ai dit, moi je suis membre de cette société américaine sur l'approche intégrative. On a différentes antennes par pays. Et puis bah, évidemment, on est un nombre ridiculement petit. Évidemment, quand je suis intervenu à 2 reprises aux États-Unis pour prendre la parole lors de conférences, bah, je suis un ovni puisque je fais partie je suis le seul Français à avoir pris la parole historiquement depuis les années 80 dans cette société savante. Et je pense que, à moins d'un miracle, il y aura pas, il y aura peu de Français, ou il n'y en aura pas à l'avenir, qui reprendront la parole sur le sujet. On a eu des tentatives françaises, évidemment, il y a eu quelques écrits sérieux sur l'approche intégrative, mais on va dire il y en a eu deux, trois, et encore, j'ai envie de dire, le sujet, ça n'était pas complètement le sujet. La plupart du temps, le sujet, c'était qu'est-ce que la psychothérapie, quelles sont les bases de la psychothérapie, mais on n'a pas eu d'approfondissement à tel point que bah, sur les premiers articles, j'étais embarrassé puisqu'il n'y avait il y avait aucune traduction française de certains concepts ou mots-clés. Donc j'ai dû prendre la responsabilité de choisir les termes les plus appropriés pour vous dire à quel point il y a une espèce de désert euh, voilà, sur ce point. Euh, alors, moi, il y a un élément qui m'est venu très rapidement en faisant mes recherches là-dessus, c'est que la culture américaine, comme je vous l'ai dit, elle est plus pragmatique. On fait ce qui marche, on imbrique des modèles et on ne se pose pas la question des théories derrière. Mais qui est intéressant, puisque en France, on est plus dans une démarche dogmatique où on va créer des théories euh, pour voir et comprendre le monde, et ça va nous donner des démarches. Et je pense que j'apprendrai à peu de Français que parfois on parle beaucoup, on fait beaucoup de théories, mais qu'au moment de la pratique, bah, il n'y a plus personne en fait, tout le monde est parti. Donc le modèle est un peu inversé, le modèle anglo-saxon. Euh, il faut aussi savoir, comme je vous l'ai dit, que la psychanalyse, si vous voulez des détails, j'ai pris du plaisir à réécrire des éléments historiques dans l'ouvrage et j'ai découvert des choses intéressantes entre la France et les États-Unis. Mais en tout cas, voilà, l'histoire de la psychanalyse américaine, la manière dont elle est arrivée et comment elle s'est inscrite et expliquée auprès des Américains, comment elle a été retraduite et comment elle a été traduite, déjà les mots utilisés ne sont pas fidèles et ne sont pas compris de la même manière par un Américain et un Français. On n'a pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes traductions dans nos bouquins. Donc la psychanalyse américaine, par exemple, c'est pas une psychanalyse française. L'idéologie véhiculée a été modifiée à travers la traduction qui est résolument pragmatique. Donc Freud n'est pas compris de la même manière. Euh, Quand vous parlez d'angoisse en France, un psychanalyste, il va vous parler de l'angoisse, sauf qu'on va préférentiellement utiliser le mot d'anxiété dans des textes psychanalytiques américains. Sauf que si, si on est vraiment bien carré, l'anxiété, c'est une manifestation somatique de l'angoisse, et c'est un terme qu'on va utiliser préférentiellement
notamment pour sa portée physiologique dans l'approche comportementale. Donc vous voyez déjà que le produit a été modifié et que par extension, une baguette de pain aux États-Unis, bah, c'est pas une baguette de pain en France parce que la farine n'est pas la même, quoi, tout simplement. Et c'est pas un problème. C'est pas un problème, mais c'est juste que c'est pas la même chose en fait. Euh, pourquoi pas d'approche intégrative en France? Parce que la France aussi est particulièrement sensible à un combat qui dure et qui veut pas s'arrêter, complètement idiot entre certains comportementalistes et certains psychanalystes. Et que d'une certaine manière, ça vient polluer l'atmosphère. Euh, Ça permet en plus subtilement de ne pas se poser les vraies questions. Et il me semble pour ma part avoir compris avec le temps que plus, euh, plus on avance, moins ça intéresse les gens. Mais d'une certaine manière, s'il n'y a pas d'autres débats à offrir pour contrebalancer, eh bien on continue à avoir des comportementalistes qui pointent les psychanalystes du doigt sur des vieux textes freudiens qui vont passer les 100 ans et qui ne sont pas pertinents, sur ce qu'a dit Freud sur 3 lignes dans un vieux bouquin, et les psychanalystes de citer quelques textes un peu extrémistes, behavioristes. Bon, ça n'a aucun sens. Et souvent, en plus, c'est par des praticiens qui ont quand même quelques années un peu trop d'années d'expérience derrière eux et qui en ont fait un cheval de bataille identitaire. Voilà. C'est des combats, moi ayant enseigné dans 5-6 universités, c'est des combats qui intéressent pas les étudiants en fait. C'est très excitant au début, c'est très drôle, ça fait un peu combat de rue, mais à un moment donné, ça éclaire pas plus les étudiants qui ont besoin d'éléments cliniques avant de devoir se rallier à une cause, à choisir entre papa ou maman, quoi. Euh, on a aussi, et ça fait partie de la convergence des éléments, enfin d'une convergence qui ne se fait pas, c'est qu'on a une frilosité des approches humanistes et systémiques en France. Donc, bon, Rogers a été accueilli comme un moins que rien quand il est arrivé pour la première fois en France par des psychanalystes qui se sont demandé un peu qui était ce bonhomme-là, qui déniait complètement le transfert et le contre-transfert. Et enfin, il s'est fait un peu huer et chahuter par les psychanalystes français, enfin, c'était à l'époque. Mais malheureusement, bah, à l'approche humaniste, bah, il y a des écrits, hein, il y a des choses bien évidemment, mais il n'y a pas beaucoup de visibilité en fait. Et pour l'approche systémique, c'est pareil, c'est bien malheureux. Et tout ceci en n'apparaissant pas, je veux dire, sur la place publique, ou en tout cas sur la place professionnelle, n'a pas permis de contrebalancer, n'a pas permis de faire un peu de diversion sur des combats qui mènent à rien à côté de ça. Il y a aussi une confusion française, et ça c'est un point important que j'ai pu détailler par écrit, entre la psychologie clinique et la psychanalyse. Et alors, quand vous devez expliquer ça en anglais, j'ai été confronté à ça, c'est très compliqué. Et vous vous rendez compte du problème dans lequel vous êtes embarqué, euh, c'est qu'on a mélangé à l'université, on continue à le faire, je ne sais pas exactement où on en est parce que je n'enseigne plus depuis quelques années, mais on confond la psychanalyse et la psychologie clinique. Donc les étudiants sont amenés à dire qu'ils sont psychologues cliniciens, mais en fait ils sont des psychologues cliniciens moyennement formés, avec des concepts pas toujours bien solides de la psychanalyse. Donc il y a un mélange entre les deux. Les Américains, ils n'ont pas mélangé euh, la psychanalyse et la psychologie clinique. Ils n'ont pas mélangé non plus le behaviorisme et la psychologie clinique. Donc, parce qu'ils n'ont pas essayé de faire triompher une idéologie au départ. Donc ils ont plus, vous comprendrez, en ayant bien séparé les ingrédients, ils ont pu faire des mélanges cohérents et savoir ce qu'ils faisaient. Euh, Exemple criant, mais j'en aurais d'autres, hein, les psychologues, pour certains, qui n'ont pas été assez bien formés et qui n'ont pas un esprit assez bien critique en sortant de l'université, vous disent qu'ils sont dans une neutralité bienveillante. Donc ça, j'ai pu en parler à un moment donné dans ma thèse de doctorat, ça n'existe pas ce terme.
Ça n'est pas un terme psychanalytique, ça n'est pas dans les textes psychanalytiques, et ça ne veut rien dire. Et c'est catastrophique après 5 ans à l'université d'avoir un discours aussi bête. On ne peut pas être neutre et bienveillant. C'est un paradoxe. Au mieux, ça amène une confusion hypnotique que de dire ça, mais ça n'a rien de propre. Euh, D'autant que neutralité et bienveillance, donc évidemment c'est contradictoire, mais alors Freud n'a jamais parlé d'être neutre, et bienveillant, je vous rappelle pour ceux qui ont encore un doute, que c'est un concept tout au plus humaniste ou rogerien. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Qu'on puisse être dans une posture de retrait quand on est psychanalyste, ça a du sens, mais vous ne retrouverez pas ça dans le vocabulaire de la psychanalyse. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de neutralité bienveillante. Donc, je pense que l'université française a malheureusement pas voulu jouer le jeu d'inculquer des bases solides, une culture propre en exposant tous les modèles. Mais la majorité des UFR, il y a quelques dizaines d'années, et c'est moins le cas aujourd'hui heureusement, mais étaient là simplement pour former des soldats, pour transmettre une idéologie en fait. Euh, donc vous avez des psychologues cliniciens qui étaient en fait des psychanalystes formés depuis 5 ans. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais pour moi, l'université, et notamment l'université française, elle est là pour vous transmettre des savoirs et elle n'est pas là pour vous sectariser. Mais je peux dire la même chose pour l'approche comportementale. Quand on est psychologue, mais qu'en fait on n'a qu'une connaissance depuis 5 ans que des textes behavioristes, bah pour moi, c'est un gâchis sans nom. Et on est déjà en train de former des gens à notre image. Voilà. Donc ça a été la difficulté, et ça l'est encore la difficulté française. Et c'est pour ça que le plus de retours que j'ai eu de mon ouvrage, c'est d'étudiants en fait qui m'ont aussi remercié d'avoir séparé, alors peut-être un peu plus proprement qu'à ma deuxième vidéo, mais en tout cas par écrit, j'ai essayé de bien redéfinir proprement les fondements des 4 approches. Et souvent les étudiants m'ont dit, mais on n'avait pas connaissance des autres approches, c'était pas bien clair, les enseignants étant là pour vendre un petit peu leur soupe. Donc celui qui adore le MDR, il vend le MDR. Celui qui adore la psychanalyse, il vous dit qu'on peut tout comprendre avec la psychanalyse, et le comportementaliste fait la même chose dans le cours d'après. Ça, c'est du vécu personnel, après être passé par plusieurs universités. C'est comme ça que ça se passait, et ça se passe encore beaucoup malheureusement. Et donc moi, j'enjoins les universités à donner un enseignement assez large pour que les gens puissent choisir en connaissance de cause. Parce il y a des anciens psychanalystes qui finalement sont faits pour la thérapie narrative. Donc là, j'envoie un petit clin d'œil à un collègue. Mais certains sont aussi faits pour la systémie. Et il aurait mieux fait de savoir, en fait, de manière identitaire, qui pouvait être dès le départ, en fait. Donc les enseignants, ces adultes, ces professionnels qui montent la voie, le chemin et qui demandent indirectement des sous aux étudiants pour avoir un statut d'étudiant, pour moi, ils se doivent d'avoir une ouverture au départ. Euh, donc psychothérapie et psychanalyse également, il y a une différenciation qui est nettement marquée en France et dans les pays latins. Euh, il y a une différence qualitative pour les pays latins. Il n'y a pas de différence forcément dans les pays anglo-saxons. Alors, c'est tout à fait légitime pour les Français, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça explique pour moi pourquoi déjà en marquant cette différence entre psychothérapie et psychanalyse de l'autre côté, on n'a pas pu mettre tout ça sur le même plan, et donc après, pourquoi pas se poser la question de l'intégration ou de ne pas intégrer. Il y a une peur de l'influence aussi en France. Euh, je crois qu'on s'est caché beaucoup derrière certains aspects de la psychanalyse en se disant que on était pris sous le jeu du transfert et du contre-transfert, mais la France particulièrement, et historiquement François Roustan, qui était psychanalyste et puis qui a pratiqué l'hypnose euh, pendant plusieurs décennies, l'a bien démontré aussi dans ses écrits et dans certaines de ses interventions. Euh, les psychanalystes sont restés avec cette peur de l'influence et n'ont pas réussi à un moment donné à accepter certains textes euh, de Freud
expliquant que on pouvait sortir du transfert uniquement sur le modèle de la catharsis hypnotique. Donc ça prouve bien aussi un aveuglement franco-français qui, je pense, a trouvé une voie d'expression en se drapant justement derrière cette soi-disant neutralité bienveillante. C'est d'ailleurs les universitaires français psychanalystes qui ont distillé un petit peu ce terme pour faire passer un message, je pense. Alors je ne vais pas être dans une théorie du complot, mais malheureusement, je crois encore une fois qu'on n'a pas offert aux psychologues à l'université, aux étudiants en psychologie, la possibilité de choisir. La France aussi est héritière du cartésianisme. Les chercheurs et cliniciens français ont besoin de créer des théories pour expliquer le monde, plutôt que de créer un système global composé de modèles existants. On utilise une forme de rationalisme qui utilise le raisonnement déductif, à l'opposé de l'empirisme, qui est une des fonctions du pragmatisme et qu'on va retrouver plus facilement dans le monde anglo-saxon. Euh, donc on est forcément dans un équilibre, enfin en tout cas dans une opposition entre pragmatisme et dogmatisme, et je pense que vous pouvez me voir arriver. Il me semble qu'il y a un équilibre à trouver à chaque fois personnellement entre j'ai besoin d'avoir raison, j'ai des théories, j'ai un système qui fonctionne logiquement, et donc ça me guide dans ma vision du monde. Et à contrario, je n'ai pas envie d'avoir de théorie, je n'ai pas envie d'avoir d'a priori, et je regarde le monde, et je teste le monde, et on verra pour les théories. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Puisque la pragma, c'est une philosophie de la croyance, qui est ensuite testée par l'expérience. Alors, la pragma, c'est ça. La dogma, en grec ancien, ça signifie croyance, opinion. C'est une philosophie des idées. Donc l'intérêt du pragmatisme, c'est qu'on est dans ça fonctionne. Les risques du pragmatisme, c'est qu'il n'y a pas de débat théorique si on va dans l'extrême du pragmatisme. L'action n'a pas de référence externe qui permettrait de juger de sa bonne trajectoire. On reste sur les résultats. Mais est-ce qu'on doit rester focalisé sur les résultats, notamment sur la suppression des symptômes, ou est-ce qu'on doit être focalisé sur autre chose que la suppression des symptômes, et le pragmatisme en soi ne peut pas nous dire sur quel élément on doit se focaliser. Le pragmatisme poussé à son extrême, il est en dehors des questions morales, et il peut amener à une hyper-manualisation, c'est un néologisme que j'ai dû inventer, c'est-à-dire on est très porté sur étape 2, étape 3, étape 9, étape 14 dans des bouquins, pour pouvoir reproduire finalement ce pragmatisme. Dans le dogmatisme, l'intérêt, c'est qu'on est dans une recherche de cohérence et d'explication. Euh, mais poussé à son extrême, on peut être dans un hyper-moralisme ou dans une hyper-théorisation. Donc il faut pouvoir, selon moi, trouver un équilibre entre être trop pragmatique ou être trop centré sur les idées. Et donc je pense que ça, c'est la richesse qu'on peut retrouver en allant s'intéresser à ce qui se passe en dehors de la France. On est confronté à des choses qui nous paraissent bizarres au départ, mais ça vient repositionner un peu ce que nous, on est censé faire en tant que Français. Je vais terminer l'ensemble de ces 10 vidéos sur un point que j'ai déjà cité, mais je vais le redire quand même une dernière fois. La psychothérapie, ça n'est pas de la psychotechnicité. En TCC, on interroge la fonction du problème, en systémie également. En psychanalyse, on interroge l'économie psychique. Et dans l'approche humaniste, on interroge le sens. Donc, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que un psychothérapeute n'a pas pour objectif l'éradication bête et méchante des symptômes qui dépassent. Donc ça, c'est un point d'accord qui, pour moi, permettrait, je crois, de rallier un petit peu ces différentes approches, ces différents modèles de psychothérapie. Et donc j'encourage en tout cas les gens à avoir cette curiosité d'ouvrir un bouquin, un jour de lire un peu ce que c'est que de la systémie, un jour de prendre le temps de lire un texte de Freud, pourquoi pas un autre jour de lire ce qu'a fait Peirce, de lire ce qu'a fait Rogers. Je pense que, en tout cas, si je dois adresser aussi un message à ceux qui s'occupent des formations universitaires, même si je sais que
C'est évidemment pas si simple, mais je pense que les étudiants devraient être dans l'obligation d'avoir lu un peu de tout au départ, parce que c'est à eux de faire le choix. Et puis je crois que on est toujours meilleur quand on fait un choix en conscience et quand on fait un choix qui nous correspond, plutôt que de simplement faire ce qu'on nous a dit de faire et d'essayer de correspondre à l'image qu'on se fait de la profession. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ces 10 vidéos vous ont intéressé, que vous aurez pardonné le fait que ce ne soit pas toujours fluide. Euh, j'essaye un nouveau support, mais en tout cas, bon, quel que soit le moyen, j'espère un jour avoir à discuter avec des collègues sur ces sujets-là. J'espère qu'il y aura un jour des collègues qui écriront des articles dans les revues scientifiques comme moi sur cette thématique et que je n'aurai pas uniquement à me citer moi en tant que Français sur l'approche intégrative, mais que j'aurai plaisir à citer des collègues qui auront des points de vue parfois qui seront peut-être pas forcément les miens, mais tout ce que je nous souhaite, c'est d'avoir des débats et que ça puisse après nous enrichir dans nos pratiques, dans nos institutions, dans notre pratique libérale ou dans nos réflexions écrites. Voilà. Donc c'est un vrai appel sincère que je fais et bah, n'hésitez pas à venir vers moi et pas uniquement personnellement, mais que vous puissiez le faire publiquement à travers des écritures également. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.